Bonjour à tous pour un nouvel entretien de Mediapart. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir une figure de notre profession, le journalisme, Claude Angeli, ancien rédacteur en chef du Canard enchaîné, qui publie un livre, Les plaisirs du journalisme, qui est bien plus qu'un récit sur ses enquêtes, ses investigations, ses découvertes au Canard enchaîné. C'est un hommage au journalisme et une réflexion aussi sur la Ve République et comment elle peut enfermer les pouvoirs dans un certain nombre de travers. Claude Angeli, bonjour. Bonjour. Alors, petit élément biographique, vous êtes né en 1931, vous avez intégré le Canard enchaîné en 1971. 71. Vous avez, au Canard enchaîné, gravi les échelons un à un pour y terminer comme rédacteur en chef jusqu'en mars 2012. Pas pour y terminer, je continue à publier un article par semaine. Dans la hiérarchie. Et vous êtes oui. toujours signataire d'un article en page 3, souvent en bas de la page 3, sur les questions internationales. Alors, on est ravis de vous avoir à double titre, parler de ce livre, réfléchir avec vous sur les enjeux du journalisme, et aussi parce que, actualité oblige, le Canard enchaîné est à l'origine de la tempête du Penelope Gate, comme on dit. Alors, première question très simple. Vous qui en avez vu d'autres, comment vous interprétez cette furia qu'il y a, parce que je crois qu'on peut l'appeler comme ça, de la part du monde politique, en tout cas du camp Fillon, d'attaque contre la presse, qui connaît là une virulence certaine, même si ce n'est pas la première fois. Oui, d'attaque contre la presse, mais en même temps, il y a dans la presse même des journalistes qui, hier soir, ont trouvé Fillon très bon, qui le disent, c'est ce qui m'amuse, et qui oublie les choses très importantes qui auraient pu procurer à l'un des représentants de la presse qui était là-bas une bonne question à poser à Alain Pétran. Mais je veux dire, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est surtout ce qui est indécent, c'est les journalistes méritent d'être critiqués. Il y a trop de journalistes, trop de connivence, trop de complaisance à l'égard des politiques, trop de complaisance entre ce que vous dites dans le livre, entre journalistes, mais bon Dieu, il est normal que vous, Mediapart, ou nous, Canard enchaîné, on continue d'explorer les choses, et on ne révèle d'ailleurs qu'une partie de la réalité, hélas. Mais cette réalité, elle est exemplaire. Et est-ce que vous trouvez, parce que vous le racontez dans le livre, par exemple, au moment de l'affaire, on y reviendra, des micros du Canard, ce qui avait valu cette phrase géniale, « Lisez le Canard, le journal le plus écouté de France », vous racontez l'espèce de délégitimation du journalisme qu'il y a eu à l'égard de vos révélations. On est 40 ans plus tard, un peu plus de 40 ans plus tard. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un particularisme d'époque aujourd'hui dans la virulence contre la presse, peut-être l'ère de Trump aidant, le poutinisme, je ne sais pas. Je vais vous dire, dans cette période, c'était carrément une période de paranoïa politique. Vous parlez des années 70 en France. Pompidou, Marcellin, tout ça. Et donc, on était accusés, nous, Canard enchaîné, mais seuls accusés. C'est-à-dire que maintenant, on est heureusement plusieurs. Vous, nous et quelques autres. Et on était accusés de terrorisme journalistique. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Quand ils accusent Mediapart de ceci, quand ils accusent le Canard de cela, c'est la même chose. Ils nous accusent de les déposséder d'une partie de leur pouvoir, de tranquilliser l'opinion. Parce que c'est ça. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'opinion ne soit pas tranquille. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réfléchissent. Ce qu'on veut, c'est de publier un petit peu une radiographie de la société. Petite radiographie. On n'est pas des Superman, on ne peut pas tout savoir. Mais là, ce qui m'a intéressé quand Pierre-Édouard Deldic, qui est journaliste à Radio France Internationale, m'a invité dans 8 émissions l'été dernier. Et c'est là qu'est née l'envie de faire ce livre. Et de l'appeler Les plaisirs du journalisme, comme l'émission. Parce que j'ai découvert que finalement, c'était un grand plaisir de pouvoir réfléchir, enquêter, publier, et que emmerder un peu les possédants, les importants, c'est toujours bien agréable. Alors justement, vous parlez de l'intranquillité
que suscite le journalisme. C'est-à-dire que voilà, la démocratie, en quelque sorte, ça ne se joue pas qu'au moment du vote, et qu'il y a des agents de désordre, de bon désordre, que peuvent être les journalistes. Et en parlant du Canard, votre journal, le Canard enchaîné, vous dites assez vite dans le livre que après tout, tant que le journal avait un rôle de journal satirique souriant, moqueur et parfois cruel, je vous cite, il fallait bien se faire une raison. Et qu'à partir du moment où, notamment par votre entremise, parce que c'est... Oui, quelques autres. Et quelques autres, mais il se trouve que c'est vous qui êtes là, et vous incarnez le fait d'enquête et un peu cette bascule du Canard enchaîné qui a toujours gardé son côté évidemment satirique, on est passé dans autre chose et le Canard est devenu intolérable. Pourquoi vous utilisez cet adjectif d'intolérable vis-à-vis des pouvoirs qui ne vous regardaient plus pareil à ce moment-là? Parce que dans ce chapitre qui est titré « Un canard intolérable », on raconte tout ce qu'ils ont pu nous faire. La seule chose qu'ils ne nous ont pas faite, c'est mettre de la drogue dans nos voitures. Ils ont enquêté sur notre vie privée. Ils ont enquêté sur nos revenus, nos déclarations de revenus. Ils ont mis le fisc au canard pendant 4 mois. Ils ont tout fait. Photographier les gens qui rentraient dans l'immeuble, le vieil immeuble du Canard, qui maintenant a changé d'adresse. Ils ont essayé de soudoyer un barman dans le bar d'en face. Enfin, des trucs absolument invraisemblables. La médiocrité et la volonté de démolir, ça a été jusqu'à, comme il y avait quelques anciens communistes, dont moi, au Canard enchaîné, hop, ça a été... le Canard est un repère... Un satellite soviétique, quoi. Un repère d'agents de l'ogre soviétique et du Parti communiste français. Alors, bon, moi je veux bien tout ça... On a annoncé qu'on allait nous faire ça. Parce que bon, maintenant on peut le dire, et d'ailleurs c'est suggéré là, c'est quelqu'un de la DST qui m'a informé. J'ai la chance de ma vie, c'est ça, 8 jours après qu'on découvre les gars au boulot. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, quand le contre-espionnage vient mettre des micros au Canard enchaîné et qui sont surpris par un administrateur du Canard qui passe par là nuitamment, voilà. Vous, une semaine après, qui est un exploit journalistique, mais vous direz, c'est pas de la modestie. Non, mais pour que les gens sachent, vous publiez l'identité de 6 agents de la DST. Oui. Alors pourquoi vous dites c'est pas non, parce que c'est la chance. La fausse modestie. C'est la chance. Non, vous vous rendez compte, toi. Ces gars sont quand même protégés, tout ça et tout, comment on peut savoir. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai des gens qui n'ont pas forcément les idées du Canard, mais qui m'ont orienté vers la DST. Et comme j'avais un contact par intermédiaire... Vous avez eu les infos. J'ai eu les infos à une nuit à 3 h du matin, quoi, vraiment. Mais c'est le coup de peau. Alors tant mieux, et ça c'est vraiment un plaisir. Surtout, on l'avait annoncé. On avait annoncé parce qu'on savait qu'ils préparaient un coup et qu'ils allaient nous traiter d'agents bolchos. Alors, j'aimerais revenir là sur ce que vous dites, que le Canard et le journalisme qu'il incarne est devenu intolérable aux yeux du pouvoir quand il est mais quand il a musclé l'enquête face à ce qui était sa marque de fabrique jusque-là, la cour, etc., la satire, la plaisanterie, y compris cruelle. Est-ce à dire que, selon vous, les faits sont toujours plus désagréables pour les pouvoirs que les opinions, fussent-elles divergentes et dans l'opposition? Tout à fait d'accord. C'est plus grave de les mettre devant la réalité, d'enquêter sur leur entourage, sur leur comportement, de les décrire dans les aspects les plus inciviques. Et ça, sinon, quand on joue le bouffon du roi, comme certains le disent, c'est amusant, mais où ça mène? Quand on explique, par exemple, et là dans le livre on le raconte, que les gens de Giscard, avec les ambassadeurs, montaient une opération de fraude électorale, dont ils n'ont pas eu besoin d'ailleurs, puisqu'ils ont gagné les élections législatives quand même. Il s'agissait de recueillir des votes des Français de l'étranger, enfin des procurations, et des procurations en blanc, ce qui est totalement illégal, c'est-à-dire qu'on pouvait les affecter à Nice, dans le 7e arrondissement, en Bretagne ou ailleurs, aux endroits où la gauche pouvait l'emporter. Bon, on a sorti tout ça, ce qui fait qu'ils n'en ont pas utilisé. Mais ils ont gagné quand même les élections. Mais là, je veux dire, c'est une affaire
Fauvet, qui dirigeait Le Monde à l'époque, me dit... Jacques Fauvet, oui. Jacques Fauvet, c'est un Watergate. Bon, c'est facile de dire ça, mais ça couvre une réalité. Il y a un chapitre dans ce livre où on montre que Giscard, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Sarkozy, et pas encore Hollande, il n'est pas au niveau peut-être, et ces quatre présidents, dans un pays normal, scandinave, anglo-saxon ou autre, c'est-à-dire la démocratie bourgeoise, pépère, tranquille, eh bien, ils auraient été obligés de se rendre devant une commission d'enquête, parler, interroger, ça ne veut pas dire qu'ils sont inculpés, mais interroger devant une commission d'enquête en France, non. Par rapport aux écoutes, là, vous parlez. Voilà. Non, par rapport à tout. En général, par rapport à leur mandat. À tout. Par rapport à Giscard, quand on essaie de truquer les élections, par rapport à Sarkozy, quand il installe tout seul, 2 ministres peut-être sont au courant, une base militaire dans les Émirats arabes unis, à 220 km des côtes de l'Iran. En pleine période où, avec l'Iran, ça chauffe, on ne sait pas si Israël ne va pas attaquer, si les Américains n'arriveront pas à empêcher Israël d'attaquer. Enfin, et il fait un discours là-bas sur place, si l'Iran vous fait la guerre, il nous fera la guerre à nous. Donc, la conclusion, en quelque sorte, c'est imbécile, stupide, tout ce qu'on veut, et c'est impliquer la France dans un combat qui ne sera pas forcément le sien, s'il a lieu. Et ensuite, on ne passe pas devant le Parlement, on ne s'explique pas devant le Parlement, et on ne s'explique pas devant une commission d'enquête. Il y a eu des commissions d'enquête pour tout sous la 4e République, que je ne défends pas ici, mais c'est vrai que, même pour l'Indochine, il y avait des commissions, la guerre d'Indochine, il y avait des commissions d'enquête qui étaient assez cruelles avec les généraux. Ce qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Même le Rainbow Warrior. Ouais. On rappelle ce qu'on avait dit sur le Rainbow Warrior. La gauche et la droite n'ont pas voulu faire une enquête sur cet attentat stupide et criminel, puisqu'il y avait eu un mort, et criminel même s'il n'y avait pas eu de mort, d'ailleurs. Parce que la gauche et la droite ne voulaient pas monter une commission d'enquête qui aurait été obligée d'interroger les généraux de l'armée française et les amiraux, surtout, du Pacifique, qui avaient exigé, enfin carrément exigé, que Mitterrand et Arnould fassent cette opération complètement stupide parce qu'ils avaient peur de recevoir les petites hommes verts de Greenpeace sur l'atoll et que ça dérangeait leurs essais nucléaires. Alors, est-ce qu'il faut comprendre, Claude Angéli, que par rapport à ce que vous dites, nous avons, et ce que vous a renseigné vos années d'enquête et de révélation, que nous avons une démocratie en France aujourd'hui qui est à la fois institutionnellement trop faible pour répondre à ses propres promesses, et où, je ne sais pas, une classe politique immature vis-à-vis de ces questions-là. Une classe immature, et je veux dire, prenons le cas des guerres. Il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle « Les présidents trop guerriers ». De Charles de Gaulle à Hollande, ils ont fait des guerres, on les décrit, enfin on décrit rapidement, quoi. Mais il n'y a jamais eu, on n'est jamais passé devant le Parlement, sauf une fois. Et même quand ils pouvaient être certains que le Parlement allait dire d'accord sur l'intervention militaire au Tchad, en Irak, par exemple, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït. La première guerre en Irak. Mais il ne faut pas donner au Parlement l'habitude d'avoir un pouvoir de débattre, le pouvoir de débattre et le pouvoir de donner son accord ou pas. Alors, il y a l'exemple qui est donné 5 ans après par un comité, c'est comme une commission d'enquête, comité politique des affaires de la Chambre des communes britannique, qui, elle, fait le procès de l'intervention en Libye franco-britannique, avec l'appui des Américains, et qui en fait du petit bois. Ah oui. On va revenir sur la spécificité libyenne. Et là, c'est quand même extrêmement grave. On n'a pas en France un homme qui s'est levé au Parlement, ni même parfois chez les intellectuels. Moi, je l'ai souhaité à un moment donné. J'ai même proposé à l'un d'eux de lancer le débat. Il n'a pas fait. Et qui a osé dire et mettre en cause la politique de la France. Alors, sur la guerre en Libye, venons-y.
qui est une histoire libyenne et franco-libyenne que les lecteurs de Mediapart connaissent, ceux du Canard aussi, notamment sur un certain nombre d'articles que vous avez écrits sur le front en quelque sorte militaire, sur les questions militaires et guerrières qui se posaient. Vous citez le rapport de la commission d'enquête parlementaire britannique, qui, pour reprendre vos mots, fait du petit bois des arguments qui avaient été avancés. Pour dire les choses, on est quand même face à un mensonge qui a permis et autorisé les belligérants, à savoir la France, les États-Unis, le Qatar et l'Angleterre, d'entrer en guerre en Libye. Est-ce que, d'une certaine manière, quitte à outrer un peu ma question, hein, vous avez le sentiment que la Libye pourrait être à la France un peu ce que l'Irak a été aux États-Unis, toute proportion gardée? Toute proportion gardée, oui. Mais il y a un des anciens patrons de la DGSE, les services secrets extérieurs français, qui disait, à propos du Mali, comme il aurait pu le dire, de la Libye ensuite, ce sera l'Afghanistan de notre proximité. Ouais. J'ai remplacé l'Afghanistan par l'Irak, mais c'est la même chose, c'est les mêmes conneries américaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là qu'on ne s'en sortira pas et que ça pèsera sur notre politique future. La guerre sans fin. Voilà, la guerre sans fin. Comme dit Villepin, ajouter la guerre à la guerre, eh bien, vous contribuez peut-être à affaiblir un peu les groupes terroristes, mais vous propagez le terrorisme. Vous favorisez les volontés terroristes, les engagements terroristes. Alors que, pendant 40 ans, on a toléré tout le comportement des monarchies pétrolières qui alimentaient le terrorisme, le wahhabisme, qui envoyaient les imams à travers le monde pour prêcher le salafisme et non pas pour prêcher l'islam. Ce qu'on aurait pu comprendre. Oui, vous documentez ça d'ailleurs dans le Canard enchaîné depuis un moment, de dire un peu la formidable hypocrisie française qui, à main gauche, veut lutter contre l'islamisme radical, mais à main droite est parti lié et vend des armes à l'Arabie Saoudite et dont le wahhabisme est une sorte de matrice idéologique de Daesh. Et la Légion d'honneur. Et la Légion d'honneur, voilà, et qu'il fallait faire fi des arguments des droits de l'homme, c'est ce qu'avait dit un diplomate. Alors, face à ça, il y a ce que vous dites, le journalisme factuel, un peu comme Hannah Arendt avait dit, les vérités de fait, hein, des petits cailloux que l'on met comme ça pour essayer de comprendre le réel tel qu'il est. Est-ce que, après tout, aujourd'hui nous vivons, vous le savez, c'est un mot très à la mode, l'ère de la post-vérité. Après tout, est-ce que ce n'est pas la seule chose qui reste aujourd'hui au pouvoir? C'est, puisque les faits sont dangereux, il faut discréditer les faits et faire que la vérité soit une hypothèse comme une autre. C'est un raccourci qui est excellent. Il faut discréditer ceux qui portent la vérité, ou d'une partie de la vérité. Oui, c'est la vérité, on ne sait pas ce que c'est, bien sûr. Non, mais dès que nous apportons, comme journalistes, vous, nous et quelques autres, des éléments, il faut les discréditer. Il faut discréditer les porteurs, les journalistes, et en général, attribuer ça à un complot qui vient de ceci, qui vient de cela. On le vit là dans l'affaire Fillon, par exemple. Même un coup d'État institutionnel. Moi, dans les affaires que je raconte, on m'a accusé d'être au service. C'est Israël qui nous a donné des éléments contre Giscard, parce que Giscard avait une politique arabe qui déplaisait. Vous étiez agent du Mossad. Après, ça a été Foccart. Ah oui. Après, ça a été... Foccart, c'était le monsieur Afrique de Gaulle. Pardon, oui. Et c'est toujours... il faut salir, ou alors on est stipendié, ou on est payé, ou alors on est trop socialiste, ou alors trop à droite. Rien n'est jamais... Je n'ai jamais rencontré des gens qui pouvaient faire des reproches normaux, critiquer, ce qui est tout à fait normal, on doit nous critiquer. Bon, devant moi, ça ne se passait pas comme ça, mais par derrière, c'était toujours « Ah bah oui, on sait d'où ils tirent ces renseignements ». Mais seulement, ils n'ont jamais trouvé un de mes informateurs. Jamais un. Important de le dire. Sauf un qui, avec l'accord de cet informateur, j'ai publié son nom dans le journal.
C'est avec son accord. Et quand vous entendez aujourd'hui, en 2016, un ancien Premier ministre, candidat à la magistrature suprême, François Fillon, attaquer la presse comme il le fait, attaquer même la vérité comme il le fait, en tout cas les faits comme il s'y emploie depuis maintenant une dizaine de jours après les premières révélations du Canard enchaîné, vous avez utilisé tout à l'heure le mot de médiocrité. Vous trouvez que notre époque, de ce point de vue-là, est médiocre? Je dirais que cette époque est très médiocre. D'abord parce que cette caste politique, je n'emploie pas le mot classe, caste politique est médiocre. Il n'y a pas grand monde, disons à droite comme à gauche, pour essayer de présenter quelques idées qui pourraient donner une solution pour la situation où nous vivons. Et quand je pense à Fillon, mais comment il peut oser se défendre ainsi? Parce que tout est là pour prouver qu'il a tort. Et qu'il a menti. Et qu'il a menti. Et qu'il est fait aux pattes, quoi. Bon. Moi, je me dis, la droite, c'est Guy Mollet qui disait la droite la plus imbécile du monde, ou la plus bête du monde. La plus bête du monde. Bien là, ce type est en train de rendre le plus mauvais service à la droite, parce qu'il se présente. Alors qu'il avait, comme qui dirait, enfin comme on pouvait penser, un boulevard, malheureusement, pour arriver au sommet. Eh bien, le fait que des journalistes aient révélé petit à petit, et pas en feuilletonnant, parce que ça aussi c'est une accusation stupide, on sort les choses quand on les a, c'est tout. Prenez l'affaire Papon, par exemple, je fais une digression. L'affaire Papon, c'est-à-dire ce secrétaire général de la préfecture de Bordeaux en 1942 qui avait participé à la déportation des Juifs, en alimentant les wagons, en envoyant des Juifs par wagon vers les camps de la mort. Qui deviendra ensuite préfet, oui, de police, préfet, puis ministre. Ministre du budget, et un homme tout à fait condamnable. Eh bien, Papon, nous l'avons sorti quand nous l'avons eu, c'est-à-dire entre deux tours électoraux. Il se trouve que c'était en 81, c'est ça, pendant... C'est pas, on n'a pas attendu ça. Pendant l'élection, le deuxième Giscard tour. Mitterrand. Oui, et là, c'est pas ça qui fait gagner Mitterrand, c'est la mauvaise politique de Giscard. Et pas les diamants non plus. Ouais. C'est que Giscard a utilisé les services de l'État pour protéger sa réputation. Voilà. Eh bien, Papon, ça a mis 16 ans. 16 ans pour qu'il soit jugé, condamné à minima, puis ensuite, pour des raisons médicales, il est sorti de prison, etc. etc. Prenez l'affaire Tibéri, l'affaire Tibéri-Chirac d'ailleurs, l'affaire des faux électeurs de Paris. Ça a mis 13 ou 14 ans. Et maintenant, c'est devant la Cour de Bruxelles. Non mais, où rêve-t-on? Mais ce que vous voulez dire, c'est quel peut être le sens d'une sanction tant d'années après, pour les citoyens? Non, et puis en plus, l'enquête. Écoutez, c'est quand même... Il y a des jeunes délinquants ou des moins jeunes délinquants qui se font juger très vite. Mais là, quand tout est clair, c'est-à-dire Fillon, tout est clair. Alors, vous donnez un petit coup de griffe, c'est toujours assez élégant, mais face à ce journalisme-là, qu'on va appeler là, pour ceux qui nous regardent, le journalisme d'intranquillité, vous avez une expression que j'ai notée qui est le journalisme de présentation. Oui. C'est quoi le journalisme de présentation? Le journalisme de présentation, j'avais fait ça dans une revue qui m'interrogeait un peu sur les différents journalismes, mais le journalisme de présentation, à la télé, on comprend très bien. C'est quelqu'un qui n'a pas mené tout ça, et un sommaire, et il présente. Voilà, l'anchorman, comme disent les Américains. Mais dans la presse écrite, ça existe aussi. C'est quelqu'un qui organise la hiérarchie de l'information, ceci, cela, voilà. Ça, c'est le journalisme de présentation, c'est tout. Qui se satisfait en quelque sorte du déclaratif des autres? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un journalisme de présentation. Comme il y a un journalisme magnétophone. On va chez quelqu'un, ou on va faire du micro-trottoir, ou on va dans les stations de port d'hiver. Alors, vous êtes content d'être à la neige. Alors, vous êtes content d'être sur la plage. Bon. Il y a le journalisme. Moi, je pense que. C'est-à-dire, ces gens qui sont multicartes et qui commentent les sondages contradictoires. Je ne dis pas que les sondages ne sont pas forcément intéressants, mais enfin, on est le cul sur la chaise et on commente les sondages. Voilà. Il y a des gens qui ont un avis sur tout, mais surtout un avis, quoi. Oui, c'est ça. Puis il y a le journalisme. Le journalisme, c'est le journalisme d'enquête. Bon. Et le journalisme de commentaire se greffe là-dessus, mais sans... Il est très important.
sûr. Mais le journalisme de commentaire ne peut exister que s'il y a un journalisme d'enquête. Qu'après. Et un petit peu les sondages, mais un petit peu, voilà. Parce que sinon, on arrivera toujours à dire Le Pen monte, tiens, Le Pen ne parle plus, il descend, etc. Voilà. Alors, vous avez dans votre livre un chapitre qui est consacré à ce que vous appelez la maladie présidentielle des écoutes. Oui. C'est quoi ça Écoutez, je n'ai pas fait exprès. De Gaulle a développé ça très fort. Et Constantin Melny, qui avait été chargé par le Premier ministre de Gaulle d'organiser le groupement interministériel de contrôle, c'est-à-dire le premier organisme qui contrôlait toutes les écoutes que l'on pratiquait pour des raisons judiciaires comme pour des raisons politiques, Melny explique... On dit administrative, quand c'est politique. Et Melny explique, dans Le Monde d'ailleurs, que l'on cite, qu'à l'époque, le directeur du Monde, Beuve-Méry, était écouté, et que Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était un peu un tribluon, mais qui... Patron de l'Express. Oui, qui gênait un petit peu les pouvoirs à l'époque, était aussi écouté. Et donc, c'était De Gaulle. Passons à Pompidou. Pompidou, ce sont les conseillers de Pompidou qui, à un moment donné, ont décidé qu'il fallait mettre le paquet sur le canard. On met le canard sur écoute. On met Mitterrand sur écoute. Est-ce que Pompidou a été mis en cause là-dessus? Non. On a mis en cause la DST et Marcellin, ce pauvre Marcellin. Comme si Marcellin, tout seul, il disait « Tiens, je vais payer le canard ». Comme s'il n'y avait pas au-dessus une verticalité qui fait que... Et quand après Pompidou, ça a été Giscard et Poniatowski qui avaient été écoutés par Pompidou, j'en ai parlé avec Poniatowski personnellement, sans problème, il y avait mis un micro dans la voiture de Giscard. Et il y avait une enquête sur la vie privée de Michel Poniatowski qui était furieux parce que ça le gênait beaucoup, enfin. Et puis parce que c'était stupide. Les auberges, la partouze, non, c'est pas le genre. Eh bien, ils se sont engagés. Déclaration de Giscard, déclaration de Poniatowski. Si on arrive au pouvoir, il n'y a plus d'écoute politique. Bon, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Mitterrand. Et les suites, Mitterrand, pareil. Et Louis Plenel, je sais pourquoi. Et tout le monde y est passé. Et quand Mitterrand s'en va, Sarkozy, pareil, des engagements. Les présidents qui ont été écoutés quand ils étaient candidats ont été des écouteurs quand ils ont été élus. Bon. Mais comment vous expliquez que cette situation de fait qui est sérieusement sidérante, je veux dire, le président de la première puissance du monde, les États-Unis, Nixon, est tombé pour ça, pour des histoires d'espionnage, d'opposants. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé qui a vu de la lumière. Oui, pour le cambriolage du fameux immeuble, le Watergate. Et après, Mais comment vous expliquez qu'en France, cette situation que vous documentez depuis des années n'ait, pour ainsi dire, aucun effet? Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et ce n'est pas nous le contre-pouvoir. La presse. Ça peut être le Parlement. Regardez les États-Unis qui ont... Je ne suis pas un défenseur du système américain. Mais aux États-Unis, le président ne peut pas faire la guerre comme ça. Il décide d'une opération militaire, au bout de 90 jours, il faut l'accord du Congrès. Et puis il y a un juridisme, un formalisme qui fait... Et puis il y a un véritable régime parlementaire. Absolument. Le Congrès, en bien ou en mal, parce que c'est souvent en mal, mais il contrôle le président, il l'empêche. Il le gêne pour l'Obamacare, pour les soins, une sécurité sociale un peu généralisée. Et les communes, la Grande-Bretagne, quand Margaret Thatcher veut faire la guerre à l'Argentine, parce qu'il y a eu des incidents au Malouine, elle demande l'accord des communes, qui lui donne, et elle y va. Quand Tony Blair veut suivre le petit Bush pour aller faire la guerre en Irak, Blair demande aux communes, leur accord, il y va. Nous, on veut faire la guerre, non. C'est le choix d'un seul, en fait. Le choix d'un seul. C'est la Constitution. La Constitution fait que le président est intouchable. La Constitution fait qu'il peut décider de tout. Quand Hollande envoie des troupes au Mali pour empêcher les djihadistes de foncer vers Bamako, on peut comprendre la nécessité de faire ça. Mais ensuite, pourquoi monter dans le nord alors qu'on n'en est pas capable? Et le Mali, maintenant, est toujours
un endroit où les terroristes et les trafiquants font ce qu'ils veulent. Mais là, on aurait obtenu l'accord du Parlement pour faire ça. Mais on ne veut pas. On ne veut pas parce que les députés vont prendre des sales habitudes. Puis ils vont demander des commissions d'enquête. Et puis voilà. Mais ça veut dire que si je dois vous... Le Parlement compte pour du beurre dans la plupart des cas. Alors qu'on nous a appris à l'école, notamment avec Montesquieu et l'Esprit de Loire, et l'Esprit des lois, pour éviter les abus du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Du temps des grandes personnes, vous voulez dire. Parce que là, actuellement, il n'y a pas de grandes personnes. Mais alors, est-ce que, pour comprendre ce que vous dites, en quelque sorte, la Ve République, telle qu'elle est d'un point de vue institutionnel, ne nous protège pas, nous, citoyens, elle protège en fait ceux qui la servent et qui parfois se servent. Ceux qui sont montés sur le pavois, peut-être à 51%, qui vous ont promis toute une série de choses, ça c'est les mensonges des hommes politiques, on est habitué, mais je veux dire, des décisions qui mettent en cause la vie des gens, c'est autre chose. Je veux dire, envoyer des jeunes soldats pour une guerre qui ne représente aucun intérêt et qui n'aboutira à rien. Prenez par exemple les Américains qui ont continué à envoyer des gens en Afghanistan. Maintenant, il y a un rapport américain qui parle de 57% du territoire afghan qui est sous contrôle des talibans. Alors bon. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. L'Irak, dans quel état est l'Irak? Des centaines de milliers de morts. Oui. Et comment, ensuite, pouvons-nous dire à des jeunes gens, je me mets à la place, que ce n'est pas bien de se mettre en colère et éventuellement d'aller faire le djihad, quand ils entendent qu'on a détruit la vie de centaines de milliers de musulmans. Je n'approuve pas le départ pour le djihad, vous en doutez bien, mais je veux dire, comment peut-on oser parler de cela, et y compris de recevoir des gens qui ont alimenté les terroristes qui viennent chez nous ou ailleurs faire des attentats? Vous êtes un homme en colère, Claude Angeli? Non, je ne suis pas un homme en colère, je suis un homme un peu... J'allais dire un mot trop fort, dégoûté, mais je ne suis pas dégoûté. J'ai le plaisir encore d'écrire tout ça. Vous n'êtes pas désabusé? Non, je ne suis pas désabusé, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Hein, parce qu'il y a quand même écrit plaisir. Les plaisirs du journalisme, j'ai encore des plaisirs. J'ai encore des plaisirs demain matin de publier un article. Voilà. Demain, on est mercredi, le Canard enchaîné. Oui, mais je veux dire, c'est quand même effarant. On est dans un pays où on peut réfléchir, on peut enquêter, on peut écrire, on peut publier. Et puis, mon Dieu, le quatrième pouvoir conféré à la presse comme ça, ça n'existe pas. On n'a pas ce pouvoir. On a le pouvoir d'écrire, ce qui est formidable. Moi, je ne m'en plains pas. Hein. Je veux dire, le Canard enchaîné, c'est une carte de C'est-à-dire que les relais institutionnels qui fait qu'une démocratie fonctionne. Et même l'opinion. Et même l'opinion. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas assez aux aguets, ne sont pas assez au rendez-vous, selon vous? La paresse culturelle est très dommageable. Prenez les journaux papier, ils se vendent moins. Ça peut nous arriver aussi, et ça nous est arrivé aussi. Bon. Les responsabilités sont d'abord, ceux qui possèdent. Chez vous comme chez nous, ce n'est pas des grands manias de l'industrie. Berger, ce n'est pas Pigasse, ce n'est pas Drahi, voilà. Mais la responsabilité est aux possédants des journaux, aux propriétaires des journaux, pardon. Ensuite, au directeur de rédaction ou au rédacteur en chef. Et ensuite aux journalistes. Mais il y a une responsabilité qui est celle de l'opinion, de ne pas chercher à lire, même y compris ce qui déplaît, à comprendre ce qui était un peu le cas avant, il y a quelques dizaines d'années. Et on se fie à la radio, qui est mieux que la télévision, et aux deux grands journaux de France, qui sont deux plus grands journaux de France, qui sont TF1 et France 2. Les deux plus mauvais journaux de France. Mais c'est dramatique. Alors la radio, c'est un peu mieux quand même. Mais j'appelle ça paresse culturelle, parce que j'ai quand même pas mal d'amis, ce qui est logique, ou pas mal de relations, et je vois qu'ils achètent de moins en moins de journaux, ou alors un de temps en temps, ou alors un quand il y a quelque chose. C'est ce que vous avez appelé, on avait fait une émission il y a plusieurs années sur France Inter ensemble, chez Stéphane Paoli, dans mon souvenir. Est-ce que c'est ce que vous appelez aussi, c'est l'expression qui m'avait marqué à l'époque, la société molle? Ah oui, la société molle. Mais on vit dans une société molle, hein, c'est quand même une France, ça ne bouge pas. Écoutez, prenez les élections au prud'homme. Les gens de droite comme les gens de gauche, ils trouvent que les prud'hommes c'est bien, parce que si
on a soi-même un problème, ou si le fils ou la fille a un problème dans son boulot et tout, pour aller au prud'homme. Il y a, je crois, 30% de gens qui votent, alors qu'on peut voter par Internet, tout ça et tout. Mais même les syndicats. Oui, c'est les syndicats au TPE, là, c'est-à-dire les très petites entreprises, c'est rien. Ça ne représente plus rien. Oui, c'est plus rien. Et c'est une société molle, effectivement, vous l'avez retenu, mais... Et je dis, la paresse culturelle, c'est terrible, je trouve que c'est un manque. Quand je suis en vacances, et quand j'ai besoin d'écouter la radio, de savoir, avoir un journal et tout. Alors bon, on dira, bon, il est un peu malade de ça. Obsédé. Mais bon, c'est quand même très, très intéressant, très important. Et avant, quand j'étais jeune, adolescent même, pardon, je ne lisais pas le journal, mais je voyais les journaux partout. Les gens dans les rues et tout. Alors, c'était pas toujours parfait, c'était pas toujours la meilleure des informations, mais quand même. Mais la profusion faisait... La profusion. Et vous voyez bien, mais même un Figaro, qui est un journal conservateur, mais qui a des choses intéressantes, y compris sur le plan de la politique étrangère, bon, il n'a pas une vente extraordinaire. Prenez Valeurs Actuelles, qui, actuellement, se goberge de dire on a augmenté et tout. Bon, c'est quand même autour de 100 000. Hein. Et alors que le courant qui est pro-Valeurs Actuelles ou pro-extrême droite, il est beaucoup plus important que ça. Les journaux d'extrême droite, il y en a plus depuis des décennies. Est-ce que vous avez l'impression que le sentiment, par rapport à tout ce que vous dites, le mieux partagé dans ce que vous appelez vous-même la caste, non pas la classe politique, c'est le sentiment d'impunité? Oui, oui, absolument. Parce qu'ils nous disent, bah, j'aime pas généraliser, mais souvent on entend, mais de toute façon tout finit par se savoir, etc. Mais malgré tout... Tout finit par se savoir, et malgré tout, les gens existent, Tapi existe toujours, Roland Dumas, qui en a fait quand même... Je le dis parce qu'il a été l'avocat du journal, je me suis fâché avec lui très rapidement. Dans les années 70. Oui, et sa secrétaire apportait de l'argent en billets, en espèces à la banque du coin, je veux dire. Non mais, je ne sais pas, si vous étiez un cambrioleur, vous n'allez pas apporter à la banque du coin les billets que vous avez volés. Et par rapport à tout cela, et si on parle de Fillon ou d'autres, ou de Cahuzac et autres hommes politiques, je veux dire, moi, je préfère les voleurs parce qu'ils prennent des risques. S'ils m'agressent dans la rue pour me piquer mon portefeuille, je préfère les voleurs à ces gens-là parce que ces gens-là sont sûrs que la sanction n'ira pas loin. Même pour Cahuzac, bon, il fera peut-être un peu de tôle, il paiera beaucoup d'argent, mais enfin la plupart des gens qu'on a connus qui étaient impliqués, Chirac, il a eu 2 ans de prison, il n'a pas fait appel avec sursis. Je veux dire, Tapi, il a été 2 fois en prison, il a pleuré, et puis il est ressorti, il a fait des affaires. Les Balkany, Serge Oui, Dassault... alors Balkany, c'est le sommet, quand même. C'est le sommet. Bon, maintenant, il va tomber, c'est sûr. Mais... C'est-à-dire que nous n'avons pas la culture de la sanction exemplaire à l'égard de ceux qui nous dirigent. C'est un peu la fable de La Fontaine, quoi. Il y a une responsabilité des politiques, bien entendu, mais il y a une responsabilité des intellectuels aussi. Ouais. Et ils sont aussi des relais dans l'opinion. Et il y a une responsabilité de l'opinion qui n'est pas assez volontaire pour s'exprimer, pour pas forcément défiler dans la rue, mais voter, ou se syndiquer, ou s'organiser, ou faire des actions collectives. On tolère, on subit. Et les gens interrogés disent « Ah bah oui, ça sera toujours comme ça, oui ». Et est-ce que le Canard enchaîné est un journal satirique, il l'est toujours. Est-ce que par rapport au constat que vous faites, il vaut mieux toujours en rire? Non. Non, moi je suis pour en rire parce que je trouve que les dessins de Pétillon sont excellents, parce qu'une formule peut être très drôle, parce qu'une plaisanterie ou un billet d'humeur, c'est très bien, mais ce qui compte, et ce qui pousse les gens à acheter le Canard enchaîné, c'est quand même l'information révélatrice d'un système. Bon, ils ne l'achètent pas assez. Vous trouverez aussi que vous n'avez pas assez d'abonnés. Mais je veux dire, on fait un boulot qui est un petit peu le même et qui est
d'aller à l'encontre des mauvaises habitudes et à l'encontre de cette société en sommeil. Et ça, mes plaisirs du journalisme, c'est ça. Oui. Que nous n'ayons pas les yeux grands fermés. Ah bah oui, non, ça... Est-ce que, c'est ma dernière question, Claude Angeli, en dépit de tout ce que vous dites et constatez, vous êtes un optimiste? Oui, oui, quand même. Quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a du soleil, et parce que demain, il se passera autre chose, et que la vie continue, et que je peux écrire encore chaque fois, chaque semaine, quelque chose qui m'intéresse, voilà. Mais bon, je sais que je n'ai pas de pouvoir. Celui d'informer, voilà. Et mes petits camarades, quand ils ont mis la patte sur ces histoires Fillon, bah, ils étaient très contents. Ils avaient un sourire comme ça, alors qu'ils s'ennuyaient un petit peu avant, quoi. Merci beaucoup, Claude Angeli. De rien, c'est moi qui vous remercie.